Merci beaucoup, Madame la sous-ministre adjointe. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous revoir dans votre région aujourd'hui. J'aimerais aussi saluer l'ensemble des représentants du MAPAC qui nous ont donné l'opportunité de venir vous rencontrer aujourd'hui. Et je salue aussi tous les gens que je connais, mais surtout ceux que je ne connais pas dans cette salle du monde alimentaire. Et je salue l'initiative d'organiser cet événement à quelques semaines de l'entrée en vigueur de l'accord, c'est-à-dire le 21 septembre, et qui est un accord qui va faire époque dans l'histoire des relations commerciales internationales. C'est un accord qu'on dit de nouvelle génération, c'est un accord progressiste, c'est un accord qui vise à s'adapter aux nouveaux enjeux de la mondialisation et qui respecte un ensemble de valeurs que certains nombres d'accords n'ont pas respectés au cours des dernières décennies. Je souligne aussi la présence de Mme Charette, que j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer à Bruxelles, et qui a joué un rôle important pour le gouvernement canadien dans la dernière année au niveau du lobbying, de l'influence pour faire aboutir cet accord, parce que la dernière année a été plutôt intense en rebondissement de toutes sortes avec un certain nombre de pays et les institutions européennes pour en arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui. Alors, moi, je vais laisser à Mme Charette le soin de vous parler du contenu de l'accord qui touche l'industrie agroalimentaire avec toutes ses caractéristiques. Et moi, j'aimerais mieux vous parler du partenaire avec lequel on s'est marié, c'est-à-dire l'Union européenne et les pays de l'Union européenne. Donc, je vais faire une brève introduction sur l'Union européenne. Je vais vous parler aussi rapidement de la politique agricole de l'Union européenne que l'on appelle la PAC, la politique agricole commune. Un mot rapide d'historique sur l'AECG et où est-ce qu'on est rendu en termes d'état de situation. Et puis, je vais terminer avec la perception que les Européens ont par rapport à l'AECG, parce que tout le temps où j'ai été à Bruxelles depuis les 3 dernières années, j'ai eu à affronter un paquet de mythes sur notre agriculture et sur la façon dont on commerce dans l'agroalimentaire. Et on a eu à détricoter beaucoup de légendes urbaines et d'histoires que nos voisins du Sud, ou du moins certaines personnes à Washington, appellent les fake news. Donc, l'Union européenne, c'est un espace politique, géopolitique, économique de 28 pays qui ont commencé à 6 en 1957 et qui ont accueilli la Croatie en 2013. Donc, vous avez sur la carte l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il y a eu plusieurs épisodes d'entrée de pays dans l'Union européenne après les 6 que vous voyez en vert. Il y a 2 pays scandinaves sur 3, donc la Finlande et la Suède, qui sont entrés sur le tard. Et en rose fuchsia à droite, vous avez les pays d'Europe de l'Est qui sont les derniers entrés, dont entre autres la Bulgarie et la Roumanie, qui nous ont donné certains fils à retordre au niveau des négociations dans la dernière année, beaucoup entre autres à cause des enjeux de visa que le Canada imposait à ces 2 pays. Donc, c'est 28 pays et c'est des pays qui sont à la fois riches et un peu moins riches, et dans certains cas, des pays qui ont eu des difficultés importantes. Donc, je pense entre autres à la Grèce, au Portugal, je pense même à l'Espagne aussi récemment. Et quand on regarde la liste des pays qui sont en haut de la moyenne en termes de PIB par habitant, on retrouve des pays comme le Luxembourg, comme l'Autriche, comme les Pays-Bas. Et en 6e ou 7e rang, on retrouve les pays fondateurs de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique. Donc, ce ne sont pas les plus grands pays nécessairement qui sont les plus riches. Ce n'est pas nécessairement les plus grands pays qui doivent être les premières destinations de nos exportations. Il y a en Europe plusieurs Europes et il y a des opportunités dans plusieurs de ces pays. Donc, 510 millions de consommateurs et de citoyens, comme le disait le ministre tout à l'heure, 24 langues officielles. Vous savez, quand on a des rencontres
que ce soit au Parlement européen ou à la Commission européenne. Il y a 24 petits cabinets avec des traducteurs dans les 24 petits cabinets et chaque pays est respecté par rapport à sa langue et sa culture, mais je n'ai pas besoin de vous dire que ça augmente la complexité des choses. Comme l'AECG a dû être traduit dans les 24 langues, ça a pris 1 an de plus à cause de cet enjeu-là, entre autres. La gouvernance européenne et ses institutions, donc l'Europe, c'est un méga gouvernement, l'Union européenne, par-dessus chacun des 28 États membres. Il y a un Parlement qui siège à Strasbourg et à Bruxelles, qui a 751 députés et qui édicte les lois et qui donne les grandes orientations à l'Europe. Il y a la Commission européenne, qui est l'espèce de gouvernement de l'Europe et qui avait la mainmise sur la négociation de l'AECG. Il y a également l'exécutif, qui est le Conseil de l'UE et le Conseil européen, la Banque centrale, qui gère tous les pays de la zone euro et l'euro, et puis la Cour de justice, qui est au Luxembourg et qui fait appliquer les lois et qui interprète les lois. Dans la salle d'attente, parce que l'Union européenne, c'est un peu comme le mariage, il y en a qui veulent en sortir, d'autres qui veulent y entrer. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il sortait de l'Union européenne et depuis hier, on est dans la 2e ronde de négociation du Brexit entre la Commission européenne et les représentants du Royaume-Uni. Et il y a des pays qui sont dans l'antichambre, dont entre autres les pays des Balkans, que sont l'Albanie, le Monténégro, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie. Et puis un autre pays qui cogne à la porte depuis une décennie, qui est la Turquie, mais qui n'a pas nécessairement à sa tête des gens qui respectent les valeurs de l'Europe et du monde occidental. Donc, j'ai comme l'impression que je vais être dans un foyer pour personnes âgées quand ça va arriver. Le Brexit, donc, je vous disais que c'est la 2e ronde de négociation. C'est un enjeu qui est important pour l'Europe. Vous savez, plus de 25% de tous les aliments qui sont consommés en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, proviennent des pays de l'Union européenne. Et le premier marché pour l'industrie agroalimentaire, qui est une industrie majeure au Royaume-Uni, c'est l'Europe. Donc, à partir de l'année prochaine, tout dépendant du type d'accord qu'il va y avoir entre l'Europe et la Grande-Bretagne, les Britanniques seront taxés à l'entrée, ils seront taxés également à la sortie, ce qui va avoir un impact majeur sur leur industrie agroalimentaire. En plus, il y a 500 000 travailleurs étrangers dans les champs et dans l'industrie agroalimentaire sur une base temporaire et ponctuelle en Grande-Bretagne. Et c'est aussi tout un enjeu par rapport à ce qui se prépare en termes de négociations sur les barrières à l'entrée et la mobilité. La politique agricole commune de l'Union européenne. Il faut comprendre que c'est la politique la plus importante de toutes les politiques de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 12 millions d'agriculteurs. Et pour vous donner une idée, l'exploitation moyenne en termes d'hectares d'un agriculteur européen, c'est 15 hectares. Et quand vous comparez ça aux Américains, par exemple, aux Américains, il y a 6 fois moins d'agriculteurs, donc 2 millions d'agriculteurs, mais chaque exploitation agricole a 180 hectares. Donc, on est dans des modèles et dans des univers complètement différents. Et on a vu comment ça pouvait être différent dans les négociations, entre autres, de ce qu'on a appelé le TTIP, qui était l'accord de commerce entre les États-Unis et l'Europe, qui a achoppé sur beaucoup d'enjeux, mais entre autres sur les enjeux agroalimentaires. Dans l'Union européenne, 30% des agriculteurs ont plus de 65 ans, 6% ont moins de 35 ans. Donc, il y a un enjeu là important de passage du relais, de relève et de continuité, tout comme un peu on a au Canada et au Québec. L'industrie agroalimentaire en Europe, c'est 15 millions d'entreprises, 46 millions d'emplois, et le budget des 6 dernières années de la politique agricole commune, ça a été de 362 milliards d'euros, donc plus de 500 milliards de dollars
qui est injecté au cours des dernières années dans la politique agricole commune. La façon dont l'argent est injecté auprès des joueurs du secteur, dans un premier temps, c'est l'aide aux revenus des agriculteurs. Il n'y a pas de système de quotas en Europe, donc la politique agricole commune garantit un revenu à chaque agriculteur, mais garantit son revenu pas en fonction, exemple, du nombre de têtes de bétail qu'il a dans son cheptel, mais en fonction du nombre d'hectares qu'il a dans son exploitation agricole. Il y a également des mesures d'aide au respect des pratiques agricoles durables parce que l'Union européenne est sans doute l'endroit sur la planète où on est les plus avancés en termes de respect des normes de développement durable. Donc, il y a tout un effort à faire aussi de la part de nos entreprises qui exportent, de partager, entre guillemets, ces valeurs de développement durable liées à l'industrie agroalimentaire. Il y a également des mesures de soutien du marché par rapport à des crises, comme il y en a une présentement importante en Europe, qui est la crise du fipronil depuis 1 mois, que vous avez vu, qui est cette espèce d'agent chimique qu'on a mis dans des poulaillers pour tuer les poux rouges. Aux Pays-Bas et en Belgique, et on s'est aperçu que les produits circulent un peu partout en Europe. Donc, il y a la destruction massive des œufs et par le fait même aussi de toutes les préparations alimentaires à base d'œufs. Et dites-vous qu'à chaque fois qu'il arrive une crise en Europe comme le fipronil, et il y a 15 ans, c'était la dioxine, il y a eu la fièvre afteuse, la vache folle, la lasagne à la viande de cheval, etc. Il y a eu un rehaussement significatif des normes de protection, de sécurité, de précaution pour la sécurité alimentaire. Et des mesures de développement rural, parce que l'agriculture en Europe, c'est un levier important de développement économique des régions et du monde rural, et il y a de l'aide importante dans la politique agricole commune apportée aux exploitants agricoles pour optimiser leur production, moderniser leurs équipements, optimiser leur façon de faire, etc. La politique agricole commune, quelques caractéristiques. Comme je vous disais tout à l'heure, la sécurité alimentaire et la frilosité par rapport aux crises. Il faut dire que les Européens ont connu la misère, et ont connu la Deuxième Guerre mondiale, ont connu des famines et ont connu le rationnement. Donc, depuis 70 ans, leur obsession, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des pays européens et de la grande Europe. C'est une politique qui, comme je le disais tout à l'heure, favorise le développement durable et la protection de l'environnement. D'ailleurs, avec la négociation de la ECG, il a fallu faire beaucoup de démonstrations au cours de la dernière année que l'accord respectait les accords de Paris négociés il y a 2 ans par rapport à la protection de l'environnement et la lutte au changement climatique. C'est une agriculture de diversité. On y retrouve à la fois de l'agriculture intensive, de l'agriculture classique et maintenant beaucoup d'agriculture biologique. C'est une politique caractérisée par beaucoup de normes et de directives en matière de qualité des produits, que ce soit sur le plan des normes sanitaires, de l'étiquetage, de la commercialisation, des indications géographiques, des labels qualité, de la santé animale, du contrôle des pesticides ou encore du contrôle des additifs alimentaires. Autant d'informations que le MAPAC peut vous donner, que nos attachés économiques également peuvent vous donner par rapport aux barrières à l'entrée ou encore aux exigences qu'il faut respecter pour avoir accès à ce grand marché. C'est également une politique axée sur la diversité, la variété des produits qui fait en sorte que les petits exploitants agricoles y trouvent leur compte. Il y en a dans tous les pays de l'Union européenne, dans des niches, dans des créneaux. C'est également une politique qui doit s'adapter au Brexit, comme je disais tout à l'heure. On évalue au moins à court terme à 3,5 milliards d'euros le manque à gagner de la sortie du Brexit par rapport à la politique agricole commune européenne. On a une dynamique d'équilibre Est-Ouest parce que les pays d'Europe de l'Est, donc Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Croatie, etc.,
vont chercher et génèrent beaucoup plus de besoins en matière d'aide par la politique agricole commune que les pays de l'Ouest, et également en matière d'innovation. Des pays comme les Pays-Bas et l'Allemagne sont parmi les leaders dans le monde au niveau de l'innovation dans les industries agroalimentaires, ce qui est aux antipodes, par exemple, de la Grèce, qui a encore une production très, très artisanale et paysanne. Si on fait une rapide comparaison entre l'Europe et le Canada, l'exportation du Canada vers l'Union européenne, principalement des produits de base, comme le blé, le canola, le soya, le maïs, etc., et également des produits liés à la nourriture pour le bétail. Donc, de façon caricaturale. Et quand on regarde les exportations de l'UE vers le Canada, c'est beaucoup de produits transformés et de produits à valeur ajoutée. Un exemple qui est facile à citer, bien entendu, c'est tout ce qui s'appelle les produits laitiers. Et cet accord-là va nous donner des benchmarks, si vous me permettez l'expression, va nous donner de l'étalonnage à nos entreprises qui vont exporter et qui risquent d'améliorer, entre guillemets, leurs produits et leur façon de produire pour rencontrer les exigences du marché européen. L'Union européenne a plus de moyens pour sécuriser le revenu de ses agriculteurs et sur des critères autres, comme je disais tout à l'heure, que sont les hectares cultivés ou exploités. Et le Canada, de son côté, a plus de moyens pour affronter les crises, entre autres parce qu'on appelle notre régime d'assurance agricole. Donc, les grands, ce qu'on appelle les flagships ou les grands produits agroalimentaires qui sont exportés par l'Europe, bien entendu, ce sont les vins, les spiritueux, les liqueurs, les produits nourriture pour enfants, les produits alimentaires préparés et autres, et les produits qu'ils importent principalement. Ce sont, laissez-moi lire comme il faut, là, des fruits tropicaux, des fruits séchés, des noix, du thé, du café, les autres fruits que les citrons et les fruits tropicaux, entre autres. Et comme vous pouvez le constater, par ce type d'importation de la part de l'Union européenne, 66% des importations proviennent des pays en voie de développement, ce qui est plus que toutes les importations réunies des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, qui sont les grandes puissances dans le domaine agricole dans le monde. Donc, la politique agricole commune de l'Europe dépend beaucoup aussi de ses relations avec l'Afrique et avec l'Amérique latine. Il y a une multiplication des accords de commerce, j'y reviendrai tout à l'heure, éliminant les tarifs. Donc, on n'est pas les seuls, les Canadiens, maintenant, à bénéficier de cet avantage compétitif. Un mot rapidement sur l'historique de la ECG. Je vais vous épargner toutes les grandes étapes, vous dire qu'il y a eu l'année dernière, à ce moment-ci exactement, ce qu'on a appelé la crise de la Wallonie, qui a fait en sorte qu'un certain nombre de pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Roumanie, l'Autriche se sont levés pour remettre en cause la négociation de l'accord. Ces pays pour différentes raisons, mais la question de l'agroalimentaire est venue jouer un rôle important. Et dites-vous qu'à chaque fois en France qu'on approche du méga salon de l'agriculture, l'industrie agroalimentaire prend le dessus dans les négociations commerciales, mais aussi beaucoup dans les pressions politiques sur le gouvernement. On a réussi à s'en sortir par une déclaration interprétative qui a fait l'affaire à la fois des Belges et des Allemands et qui reprenait grosso modo ce qu'on retrouvait dans les 1000 quelques cent pages de l'accord. On a eu la saga du vote au Parlement européen. On s'est aperçu là aussi que nos alliés naturels n'étaient pas toujours au rendez-vous par rapport à la ECG. Je pense entre autres à la France, qui est notre premier plus grand marché d'exportation et qui en avait beaucoup par rapport à l'industrie agroalimentaire dans la ECG. On a réussi à rencontrer nos obligations parlementaires au Canada et au Québec en juin et en mai.
et de sorte qu'on est maintenant en ligne pour le 21 septembre pour la mise en œuvre provisoire de l'accord. Il y a encore quelques nuages. Entre les deux tours des élections présidentielles en France, le président Macron a décidé de mettre sur pied un comité d'experts français pour évaluer les impacts négatifs de l'AECG sur l'économie française. Il y a un certain nombre d'experts dans l'industrie agroalimentaire également sur cette commission. Ils doivent déposer leur rapport, si ma mémoire est bonne, le 7 septembre au président. Et le président a dit par après qu'il prendrait les mesures nécessaires en fonction de ce qu'il retrouve dans ce rapport. Il y a également eu une étape en France avec le Conseil constitutionnel où on a passé la rampe. À Bruxelles, présentement, on attend l'échange de lettres de notes diplomatiques entre les deux institutions, le Canada et la Commission européenne. Et en Belgique, il y a une demande qui va être envoyée à la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'on veut avoir un avis de la Cour de justice sur la compatibilité de l'accord et principalement du recours investisseur-État dans l'accord avec les législations et les traités européens. On va attendre cette décision dans environ 18 à 24 mois, donc il n'y aura pas d'entrée en vigueur totale de cet accord avant plusieurs années parce qu'il y a un certain nombre de pays qui devront passer par le stade de la ratification de l'accord. Vous dire que l'Union européenne, c'est la deuxième destination des exportations internationales du Québec à 11,1 % de toutes nos exportations internationales. Les Américains, bien entendu, à 72,4 %. C'est la raison pour laquelle on est très sensible présentement à ce qui va se passer avec l'ALENA. Et c'est suivi par après, d'assez loin d'ailleurs, par nos exportations en Chine, au Mexique et dans les autres pays. Vous dire que la France est de loin le premier marché pour l'exportation pour les entreprises québécoises, suivi d'un groupe de 3 pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, et suivi d'un autre groupe de pays, dont l'Italie. Et pour ce qui est du Royaume-Uni, il est intéressant de constater que plus de 40 % de toutes les exportations canadiennes vers l'Europe vont au Royaume-Uni. Pour ce qui est du Québec, c'est moins de 15 % des exportations du Québec qui vont vers le Royaume-Uni. De sorte que le Brexit va affecter et de loin, beaucoup plus davantage nos partenaires canadiens que nos industries au Québec en général, même si il faut être vigilant. Nos exportations, le Québec, dans le monde européen, c'est principalement de l'aéronautique, des turboréacteurs, turbines, véhicules et pièces aéronautiques. C'est des produits reliés à nos ressources naturelles, dont les minerais de fer, les huiles de pétrole, l'aluminium. Et l'agroalimentaire est également un produit comme des éléments, comme le disait le ministre tout à l'heure, qui sont significatifs par rapport à notre exportation avec l'Europe. L'AECG, je vais vous laisser, Mme Charette, le soin de vous parler de l'ensemble de ce qu'on y retrouve par rapport à l'industrie agroalimentaire en termes de guides et d'obligations. En termes de ratification, il y a présentement 3 pays qui ont ratifié l'AECG. Il y a la Lettonie, qui a été le premier pays au mois d'avril à le faire, le Danemark et maintenant, depuis le début de l'été, la Croatie. Donc, le Royaume-Uni devra ratifier l'AECG. Les représentants diplomatiques du Royaume-Uni nous ont dit qu'ils aimeraient très rapidement, avant le Brexit, ratifier l'AECG parce que ça va donner un signal fort à la fois au pays, mais également aux autres pays avec lesquels ils veulent établir des relations d'affaires de ce que devrait être la base des relations économiques entre la Grande-Bretagne et les pays, entre autres, de l'Occident, dont le Canada et les États-Unis. Il y a des pays avec lesquels, je pense, on devra avoir beaucoup de pourparlers et de relations diplomatiques au cours des prochaines années. Je pense, entre autres, aux Pays-Bas, je pense à l'Autriche, je pense à la Belgique et certains pays de l'Est qui sont
pas nécessairement europhiles, je pense à la Pologne et la Hongrie, avec lesquels on devra redoubler d'ardeur avec la diplomatie canadienne pour s'assurer qu'ils vont être au rendez-vous de la ratification. Il y a 38 parlements dans les 28 pays qui devront ratifier l'accord. Pour vous donner une idée, en Belgique, c'est le royaume de la complexité politique. Il y a 6 parlements, 6 gouvernements qui devront se prononcer par rapport à cet accord. L'entrée en vigueur provisoire de l'accord, c'est, comme le disait le ministre, près de 94% de l'ensemble de ce qu'on y retrouve qui va entrer provisoirement en opération à partir du 21 septembre, avec une cédule sur un certain nombre d'années pour la mise en œuvre. Et il y a un élément clé qui reste sur le banc des joueurs, c'est le recours investisseur-État. Je pourrais répondre à vos questions là-dessus, si jamais il y en a par après. Je vais juste rapidement terminer en vous disant que l'Union européenne est en train de négocier un certain nombre d'accords. Ils en ont négocié une 50aine, dont celui avec le Canada. Ils sont présentement à la manœuvre pour négocier un certain nombre d'accords avec Singapour, avec le Vietnam, avec l'Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas encore été finalisés. C'est la même chose avec le JEFTA, le Japon. Et dans tous ces accords, on y retrouve des éléments d'agroalimentaire, dont, entre autres, principalement avec le Japon. Mais je voudrais terminer avec la perception que les Européens ont eue dans le cadre de la négociation de l'AECG avec notre industrie agroalimentaire. Ce qu'on a eu à combattre, et ce qu'on a encore à combattre beaucoup aujourd'hui, c'est des légendes urbaines. Entre autres, vous savez qu'il y a un contingent tarifaire important, du moins, c'est moins de 1% du marché européen de bœuf. Même chose pour le porc. Et on s'est fait accuser de façon régulière et continue que nous, le Canada, on envoyait partout dans le monde, et ce qu'on voulait envoyer en Europe, c'était du bœuf aux hormones, c'était du poulet nettoyé au chlore, c'était des OGM dans à peu près toutes les céréales, c'était des OGM dans les céréales qui servaient de nourriture pour le bétail qu'on exportait également en Europe, et que nos normes et nos standards étaient de beaucoup inférieurs à celles de l'Union européenne, et qu'on voulait imposer nos normes et nos standards à l'Union européenne, quand on sait que ce n'est pas du tout le cas dans l'accord. La question du saumon génétiquement modifié, ce n'était pas à l'agenda, mais c'est le style d'élément qui va devenir à l'agenda également de nos échanges. Le principe de précaution, donc on s'est fait accuser que dans notre industrie agroalimentaire, on était beaucoup moins rigide par rapport à l'application du principe de précaution et la façon dont on se comporte par rapport aux faits empiriques, aux données scientifiques et à la sécurité alimentaire. Qu'on avait chez nous des méga-fermes, qu'on avait des agriculteurs industriels et des multinationales qui étaient pour imposer leur dictat dans l'industrie agroalimentaire européenne, qui ne pourraient pas compétitionner avec les Canadiens par rapport à ça. Ça a été même chose sur les cycles courts. En Europe, on essaie de développer au maximum les cycles courts en matière agroalimentaire et on disait que la ECG va venir briser le momentum pour développer des cycles courts. C'est la même chose pour les marchés publics. Dans certains pays, on a dit que, exemple, l'approvisionnement des cantines scolaires qui fait vivre les entrepreneurs locaux, etc., était pour être maintenant aux mains des grands joueurs internationaux. Et qu'on avait une population de 35 millions et qu'eux avaient une population de 510 millions. Par le fait même, c'était déséquilibré et que c'est sûr que c'était le Canada qui était pour gagner là-dedans parce qu'eux avaient accès à peu près le tiers de la population française en termes de marché. Et les indications géographiques. Donc, on avait peur beaucoup qu'au Canada, on se mette à faire du reblochon, du jambon de Parme, du mozzarella, etc., Bufala et autres. Bref, on a eu à combattre beaucoup de mythes, autant qu'on a eu à faire la promotion et à stimuler
les gens sur le fait qu'ils vont avoir accès à un pays qui partage les mêmes valeurs qu'eux, comme disait le ministre, par rapport, entre autres, à un pays qui est beaucoup plus européen que les Américains. Et on a eu tout le long de cette négociation à s'affranchir des États-Unis et à répéter sans cesse aux Européens, on est fiers de ne pas être des Américains, on a notre identité, on a notre culture, et à l'intérieur du Canada, il y a des cultures aussi, et le Québec a une culture européenne, est un joueur clé par rapport à l'industrie agroalimentaire, et il y a aussi des avantages à commercer avec nous pour avoir accès aussi à des produits qu'ils n'ont pas. Alors voilà, je laisse le soin à Mme Charette de venir vous parler plus spécifiquement du contenu de l'accord et puis à nos attachés économiques tout au cours de la journée à vous informer sur l'importance des marchés qu'il couvre. Merci beaucoup.